D'abord, bonjour à tous. Merci aux équipes de Ville Vivante, merci à Lily pour l'organisation de ce colloque qui est super bien organisé. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de. Donc, c'est pas très d'actualité, effectivement, il fait un peu froid dehors. On va parler de chaleur et d'îlots de chaleur. Donc, je vous demande un peu d'imagination. Vous vous rappelez du mois de juillet, mois d'août, ce que vous avez vécu l'année dernière. Donc, on va parler de stratégies de rafraîchissement qu'on peut mettre en place justement sur mesure dans certaines villes. Et j'évoquerai notamment le cas d'Arles, qui est une ville patrimoniale. Alors juste pour me présenter, moi j'ai un petit bureau d'études qui s'appelle Freyo. Je suis urbaniste et designer et je travaille justement sur ce qu'on appelle la conception bioclimatique, c'est-à-dire la prise en compte du climat. Et j'essaie de travailler plutôt à toutes les échelles, donc de l'échelle à l'échelle urbaine jusqu'à l'échelle de l'aménagement intérieur. Parce qu'il faut se dire aussi que le mobilier, l'aménagement intérieur a un rôle quand on veut s'adapter à la chaleur. Voilà, il y a un sujet. Et je travaille aussi sur des sujets de low-tech, donc on parle beaucoup maintenant de low-tech en ville, donc c'est des stratégies que j'essaie d'intégrer. Mon approche, en fait, donc moi j'ai fait un doctorat sur l'histoire de la conception bioclimatique, et l'idée, justement, c'est de partir de l'histoire toujours. En fait, on a un patrimoine de stratégies de chauffage et de rafraîchissement naturel qu'on a perdu. Et donc moi j'ai essayé de reconstituer dans ma thèse l'histoire de ce patrimoine. Donc ici vous avez l'histoire des stratégies de rafraîchissement qui existaient à l'époque vernaculaire et qu'on peut réactiver justement aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous êtes familier de la notion d'îlot de chaleur urbain, à peu près, grosso modo. Donc déjà présenter un peu ce que c'est que cette notion d'îlot de chaleur urbain. En fait, ça va désigner la différence de température de l'air, je précise bien, globalement. Donc en gros, les centres, les zones urbanisées vont avoir une température de l'air globalement plus élevée que les zones plutôt rurales. Ça, c'est, on va dire, la définition générale de l'îlot de chaleur urbain. On voit une corrélation assez nette entre justement ce phénomène d'îlot de chaleur urbain et la population. C'est ce que montre en fait le graphique de gauche. Et ça concerne surtout les villes européennes. En fait, plus vous allez avoir une population importante, plus cette différence de température maximale va être élevée. C'est ce que montre en fait ce graphique à gauche. Pour d'autres types de villes, dans d'autres climats, ce n'est pas forcément réel, cette corrélation. On l'observe surtout à l'échelle européenne. Donc voilà, il faut vous dire que grosso modo, comme ordre de grandeur, plus une ville va être peuplée, plus l'intensité d'îlot de chaleur va être importante. Alors les causes de l'îlot de chaleur, elles sont multiples, mais la principale, ça va vraiment être lié au fait que dans un milieu naturel, dans un milieu rural, vous allez avoir de l'évapotranspiration. Vous allez avoir des surfaces enherbées, des surfaces végétalisées, plantées, qui vont évapotranspirer de l'eau. Et donc en journée, quand vous avez une quantité d'ensoleillement qui arrive sur une surface, eh ben, elle va être transformée, elle va être absorbée par le milieu naturel, elle va être transformée par l'évaporation, ça va faire de la chaleur latente. Et donc les températures de surface vont être naturellement abaissées. En ville, au contraire, vous avez une surface qui est complètement minéralisée, et donc vous allez piéger cette chaleur, elle va être captée, accumulée, c'est ce que montre du coup la slide tout à droite, et au fur et à mesure, du coup, la chaleur va être stockée dans la ville. La nuit, du coup, et en fait, cette chaleur va être restituée dans l'espace urbain, et donc c'est vraiment l'inertie thermique des matériaux minéraux de la ville qui va participer à cet effet d'îlot de chaleur. Alors que quand on est dans la campagne, en fait, vu que l'évapotranspiration était active toute la journée, on n'a pas cet effet de stockage de la chaleur. Et donc vraiment, il faut vous dire que le phénomène d'îlot de chaleur, c'est essentiellement un phénomène qui est nocturne, qui va beaucoup jouer sur la nuit. Un graphique qu'on peut prendre, c'est celui-ci, qui distingue vraiment bien en fait les variations de température, donc de l'air en plein et en tiré et de surface en ligne pleine. Et donc la journée, on va parler plutôt de surchauffe urbaine. Donc quand vous avez des gens qui vous montrent les températures de surface élevées, tout ça la journée, il faut vous dire que ça c'est juste de la surchauffe urbaine, effectivement. La température de l'air, comme on voit sur le graphique, elle est assez stable pendant la journée. Par contre, la nuit, on a vraiment ce phénomène d'îlot de chaleur, on a vraiment ces surfaces minéralisées qui vont restituer la chaleur à l'espace ambiant. Et on va voir cette grande différence de température, justement, entre la ville et la campagne. C'est vraiment ça l'îlot de chaleur, c'est un phénomène qui est essentiellement nocturne. Ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Pourquoi c'est important? C'est parce que, justement, en période de canicule, ce phénomène d'îlot de chaleur il va venir accentuer les problèmes posés par la canicule, et il va notamment affecter la qualité du sommeil, et donc toutes les conséquences que ça va avoir derrière sur la fatigue des gens et le repos. Un truc hyper important, c'est qu'en climatologie, surtout en microclimatologie, on va distinguer 4 grandes échelles de climat. Ça, c'est vraiment important à retenir. On a le climat qui va être étudié par le GIEC, celui qui va être modélisé, ça va être le climat global, c'est le climat des grandes circulations atmosphériques. À une échelle plus basse, il y a ce qu'on appelle les climats régionaux. C'est des climats qui vont avoir des échelles de plutôt milliers de kilomètres. Par exemple, le climat méditerranéen, c'est un climat d'échelle régionale. À une échelle inférieure, il y a ce qu'on appelle les climats locaux. Ces climats locaux, ça va être par exemple Paris, c'est un climat local. C'est-à-dire qu'on a l'échelle de la dizaine, de la centaine de kilomètres. Et nous, on vit dans des microclimats.
Ici, vous avez un microclimat qui est différent de la cour qui est juste à côté. Et donc, on a cette action, vous voyez, nous, on vit vraiment dans ces microclimats-là. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que le phénomène d'îlot de chaleur, il se situe à l'échelle du climat local, et nous, nos modes d'action, en tant que petit être humain, c'est à l'échelle du microclimat. Donc on a cette tension, si vous voulez, entre microclimat et climat local. Donc, ça pose des questions en termes de moyens. On parlait de végétalisation, justement. Si je veux lutter contre l'îlot de chaleur, il faut une végétalisation qui soit à l'échelle du climat local, donc à l'échelle de la centaine de kilomètres. Donc en gros, je remplace ma ville par une forêt, c'est extrêmement simple. Par contre, à l'échelle du microclimat, ma stratégie que je vais avoir, ça va être justement plutôt de travailler sur le confort thermique. Et c'est ce qu'on voit justement juste à droite. C'est une pergola donc, qui permet par exemple d'ombrager et de créer du confort thermique. Et donc voilà, et chose vraiment importante à retenir, c'est quand on parle de rafraîchissement urbain, il y a vraiment 4 pôles de rafraîchissement urbain. Donc d'abord, tout ce qui va concerner le confort thermique extérieur, c'est ce qu'on voit à gauche. Confort thermique extérieur en journée, on va ombrager, et confort thermique plutôt nocturne, on va limiter le stockage de la chaleur. À droite, vous avez le confort thermique intérieur. C'est comment justement on va faire en sorte d'améliorer le confort thermique intérieur des habitations et des bâtiments. Et pareil, on va pouvoir distinguer ce qui se passe en journée de ce qui se passe la nuit. Donc on a toujours ces 4 pôles sur lesquels on va travailler. Donc quand vous entendez rafraîchissement urbain, posez-vous la question de savoir de quoi on parle, de quel rafraîchissement urbain finalement. Un exemple, on a parlé beaucoup de l'albédo élevé, tout ça. Effectivement, aujourd'hui par exemple, les choses qui sont testées, c'est les trottoirs clairs. On voit ça en Californie, on voit ça aussi à Lyon. Sauf que le problème de ces trottoirs clairs, c'est qu'ils vont dégrader le confort thermique la journée. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des apports solaires qui vont être réfléchis par le sol, et en fait, en journée, vous allez dégrader votre confort thermique. A l'inverse, la nuit, effectivement, ça va empêcher de stocker la chaleur, et donc ça va améliorer votre confort thermique extérieur nocturne. Vous voyez, donc cette différence, elle est hyper importante. Donc comment on peut travailler justement sur ces stratégies de rafraîchissement ? La chose la plus importante pour une ville, c'est qu'en fait, elle va protéger, il y aura la protection, ce qu'on appelle la protection mutuelle des façades. C'est le fait que les villes, entre elles, en fait, les façades vont se protéger vraiment les unes les autres. Ça joue beaucoup. Donc à gauche, vous avez une image plutôt de Marrakech, et à droite, vous avez une image plutôt d'Arles, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, cette protection mutuelle des façades, elle va être importante en termes de morphologie urbaine. À gauche, vous avez mis le boulevard Avenue de France à Paris, et à droite, je vous ai mis une traboule lyonnaise. Vous avez vraiment 2 typologies urbaines qui sont très différentes. À gauche, effectivement, en termes de confort thermique, on va plutôt le dégrader, tandis qu'à droite, on peut marcher à l'ombre, on a cet effet justement d'ombrage porté sur les piétons. On a aussi, bien sûr, les stratégies de plantation, de végétalisation qui évoquaient juste avant Thomas. Donc effectivement, on peut ombrager les rues avec ce genre de stratégie. Donc vous avez ici des pergolas, des choses comme ça plantées qui sont très utiles justement pour améliorer le confort thermique. Bien sûr aussi l'arbre, la place de l'arbre en ville qui est hyper importante. Ici vous avez une image justement des platanes. Donc le platane dans le sud de la France c'est hyper utile parce qu'effectivement il a une grande porosité visuelle pendant l'hiver, tandis que l'été, l'ombrage va être hyper important et va permettre justement d'ombrager, d'apporter du confort thermique extérieur. La question aussi de la place de l'eau, qui est hyper déterminante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la place de l'eau, elle va jouer énormément sur le rafraîchissement, sur l'évapotranspiration, sur l'évaporation. Et donc à gauche, vous avez justement des canaux qui peuvent exister dans les rues, et à droite, plutôt, les fontaines, une manière artificielle de ramener de l'eau dans les villes. Une solution qui est hyper intéressante que vous pouvez, qu'on trouvait dans les villes anciennes, c'est une solution qu'on trouvait notamment à Nice, et qui existe aussi au Japon. C'est l'idée justement d'arroser les rues le soir. À droite, vous voyez une coupe en fait de principe. L'idée, c'était donc dans les ruelles du Vieux-Nice, d'arroser les rues de part et d'autre et de créer des courants d'air, des aspirations par effet de cheminée pour faire en sorte justement de rafraîchir des bâtiments naturellement. Tout ça, c'était permis grâce à des dispositifs hyper intéressants, des systèmes de claustras, d'impostes ventilables, de choses comme ça, afin justement de favoriser ces courants d'air. D'autres stratégies existent dans des pays, bien sûr, plus au sud. Ici, vous avez ce qu'on appelle un Madiafa, c'est ce qui existait en Égypte. Et ça permettait justement de favoriser la ventilation extérieure par un système justement d'aspiration. On crée ce qu'on appelle un effet Venturi. Et donc, en fait, on va favoriser comme ça le confort thermique des piétons extérieurs. Alors moi, j'ai essayé de le développer dans le cadre de prototypes. Je n'ai pas encore de confirmation de leur efficacité. Comment parler du coup d'exemples ? Donc, je voulais prendre l'exemple d'Arles, justement, à propos de ces centres anciens, de comment on peut rafraîchir les villes à partir justement du patrimoine existant. Donc Arles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville plutôt patrimoniale qui est marquée justement par un grand patrimoine plutôt issu de l'Antiquité. Et c'est une ville qui a justement une morphologie urbaine qui est extrêmement dense, effectivement, avec assez peu de couvert végétal. On voit au sud une grande allée d'arbres qui est importante, qui est historique. Par contre, vous voyez qu'on n'a pas énormément de grands éléments végétaux marquants.
Et si on regarde des simulations d'ensoleillement, on voit que Arles est plutôt confortable pendant la journée. Pourquoi? Parce que vous avez cette morphologie hyper dense qui va permettre justement d'ombrager les rues, d'ombrager et de favoriser justement le confort thermique extérieur. Par contre, la nuit, le fait d'avoir cette morphologie très dense, ça va créer ce qu'on appelle des pièges de chaleur. Et donc ça, c'est une simulation qui montre ce qu'on appelle le sky factor, le facteur de vue du ciel, et qui montre qu'en fait, les zones les plus sombres sont celles qui vont justement avoir du mal à se refroidir. Donc on a ce paradoxe que vous voyez, c'est qu'en journée, effectivement, on peut marcher à l'ombre, on a du confort thermique. Par contre, pendant la nuit, eh ben, on a cette morphologie urbaine qui va aggraver l'effet d'îlot de chaleur, qui va justement piéger la chaleur et qui va contribuer justement à aggraver l'inconfort thermique nocturne. Et ça, c'est confirmé par des mesures qui ont été faites cet été. Donc là, on est à gauche, c'est des mesures de température de surface qui ont été faites le 24 août à 1h du matin. 1h du matin, hein, je précise bien. Et on a des températures de surface qui varient entre 25 et 40 degrés. Les points rouges que vous voyez, c'est des rejets de climatiseurs, notamment. Et là, pour vous dire, on a une température de l'air qui est encore de 29 degrés. Donc on est vraiment, en termes de seuil de canicule, on est vraiment en plein dedans. Et donc vraiment, ce que vous voyez à gauche, c'est des mesures qui, on va dire, valident la simulation qui est à droite sur le problème de Sky Factor. On a aussi des problèmes en Arles avec des bâtiments qui ont été tombés. Donc là, vous voyez une dent creuse qui était située justement entre l'amphithéâtre qui est tout en haut et un autre bâtiment patrimonial qui est plus au sud. Et le problème qu'on a, c'est qu'ici, il y avait la présence de bâtiments qui ont été abattus dans les années 50. Et voilà, ça crée des places qui sont extrêmement ensoleillées. Donc ici, c'est un cumul d'ensoleillement justement sur la période de chauffe qui montre qu'on a des problèmes de confort thermique qui vont être posés à cet endroit. C'est une zone qui n'est pas du tout plantée. Pour l'instant, c'est juste un parking. Et donc une stratégie que j'ai personnellement, c'est d'aller voir l'histoire. Et donc ici, c'est une peinture qui représente la ville d'Avignon entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Je n'ai pas réussi vraiment à la dater. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit que traditionnellement, il y avait dans les villes provençales des éléments qui étaient tendus, des draps, des choses comme ça, qui permettaient en fait de créer de l'ombrage, d'ombrager les façades et d'ombrager aussi les piétons. Ça, c'est hyper intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on avait ces solutions-là qui ont été documentées effectivement par certains peintres, et qu'on retrouve aussi dans des vieilles cartes postales. Personnellement, j'utilise beaucoup d'anciennes cartes postales pour travailler. Donc là, on est à Arles, c'est une poissonnerie. Et ce qu'on voit justement sur cette poissonnerie, donc il faut dire qu'à l'époque, pas de climatiseur, pas de système de rafraîchissement pour cette poissonnerie. On a justement des protections solaires verticales qui sont positionnées devant la façade, donc c'est une espèce de grand drap tendu. Et on voit là-haut justement des systèmes de ventilation de la sous-face de la toiture qui sont ouverts sur la partie ombragée, tandis qu'on voit sur la partie au soleil qu'elle est justement fermée. Donc on a en fait sur cet exemple-là, vous voyez, une synthèse de dispositifs de rafraîchissement qui permettent justement de lutter passivement contre les effets de la chaleur. Autre image, on peut voir justement ce qu'on appelle du coup toutes les marquises qu'on pouvait voir le long de la rue et qui permettaient justement aux gens de marcher à l'ombre. Donc pareil, c'est des dispositifs qui ont disparu avec le développement de la climatisation, notamment dans les magasins. Ici, pareil, on voit justement ces marquises avec leurs grandes toiles déployées. Donc ça, c'est des dispositifs qui existaient aussi et qui ont progressivement disparu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Un problème aussi important, c'est la disparition du patrimoine arboré. Donc ça, c'est les cartes postales anciennes qui montrent justement la présence d'alignements de platanes et on voit justement que ça a disparu. Et donc, je n'ai pas de données sur Arles, mais j'ai des données qui proviennent de Marseille. En 75 ans, à Marseille, 50% des arbres plantés dans l'espace public ont été abattus. C'est des données qui sont vraiment colossales. On est passé de 50 000 à 25 000 arbres, grosso modo. Donc, on voit en fait, cette carte postale, elle documente aussi la disparition d'un certain patrimoine arboré qui était justement important, qui avait une importance en termes de confort thermique extérieur. Donc comment on peut faire pour travailler justement à partir d'existants? Donc je prends toujours le cas d'Arles. Donc c'est un projet qui est encore en cours, c'est pour ça qu'il n'est pas extrêmement structuré. Donc c'est un projet que je mène avec des architectes, avec des bureaux d'études environnement, avec des botanistes notamment. Et donc on s'est dit justement comment est-ce qu'on peut travailler à partir de cette ville pour essayer de la rafraîchir. Le problème qu'on a à Arles, qu'on a dans beaucoup de villes en fait, patrimoniales, c'est ce que vous voyez à droite, c'est que le sol ne permet pas de planter. Pourquoi? Parce que vous avez des réseaux qui passent, vous avez la présence à Arles, ce qui est une particularité de vestiges archéologiques, vous avez des anciennes tombes, vous avez des morceaux de murs, des choses comme ça, qui font que voilà, si on commence à planter, on a des arbres qui vont venir dégrader potentiellement ces vestiges archéologiques. Et on a aussi un problème vraiment spécifique à Arles, on a des caves qui ont été creusées illégalement sous la chaussée, donc on a plein de caves sous la chaussée qui sont présentes. Et donc pareil, si on vient planter ici, on se retrouve avec des caves qui vont être inondées par la présence inondées ou avec des racines qui vont sortir, etc. Donc on doit travailler plutôt sur la surface, on doit travailler justement d'autres stratégies que des stratégies de plantation. Et donc une manière de travailler, c'est justement d'utiliser des éléments naturels. Et nous, ce qu'on a utilisé, c'est notamment le vent. Donc
en regardant justement la rose des vents du mois de juillet, on voit qu'il y a effectivement le Mistral, cette grande ligne que vous voyez qui vient du nord. Par contre, on a un vent du sud qu'on appelle le marin, qui en fait justement permet de ventiler certaines rues. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des rues qui documentent en fait la présence de ce vent. On a notamment la rue de la Porte de l'Or, et le Lor, dans le nom vernaculaire, c'est justement le vent du sud, à Arles. Donc on sait qu'il y a des rues qui sont ventilées par leur nom. Autre élément important, on a le passage d'un canal qui est enterré cette zone, ce qu'on appelle le canal de Craponne, qui est un canal qui sert à irriguer toute la plaine de Crau qui est à côté d'Arles. Et en fait, voilà, on a la présence de ce canal qui est enterré, qui pourrait être une source potentielle de rafraîchissement. Et donc, l'idée principale du projet, c'était de dire, on va travailler justement à ouvrir ce canal à ce niveau-là, donc la zone qui est entourée, et profiter de ces vents du sud qui vont permettre de transporter la fraîcheur jusque dans les parties plus au nord de la ville. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est le principe général sur une des avenues principales d'Arles. Donc, vous avez à droite le canal de Craponne ouvert qui va servir de puits de fraîcheur, et à gauche, une place principale d'Arles, la place de la République, qui est en plus un point chaud. Et donc, soit on bénéficie des vents du sud pour faire remonter cette fraîcheur, soit on va bénéficier des brises thermiques locales qui vont être créées par cette différence de température, et donc on va pouvoir faire remonter de la fraîcheur le long de cet axe que vous voyez, axe nord-sud. Donc ça, c'est un des axes principaux du projet, c'est de travailler justement sur l'ouverture du canal de Craponne pour faire, en gros, une source de fraîcheur qu'on va ensuite exploiter dans la ville sous l'action du vent du sud ou des brises. Autre solution, c'est aussi de documenter les îlots de fraîcheur qui sont existants, c'est-à-dire les zones qui sont vraiment, les cours qui sont efficaces. Et donc on a effectivement fait des recherches sur les cours qui marchaient bien. On a ici la cour d'une distillerie donc qui fonctionne vraiment comme un patio. On a 2 mûriers à feuilles de platane qui servent à ombrager justement cette petite cour. On a beaucoup de surfaces minérales qui vont justement permettre de conserver la fraîcheur. On a aussi des remontées capillaires, donc des remontées d'eau qui font qu'on a de l'évaporation. Et donc cette petite cour-là fonctionne comme un puits de fraîcheur. Et donc elle exploite une technique qu'on connaît dans les milieux arides, c'est bien sûr la technique du patio. On voit ici les principes du patio, grosso modo une petite cour qui va pouvoir justement stocker de la fraîcheur. Un autre détail qui est hyper important, c'est que les versants de toiture qui donnent cette cour sont orientés dans ce sens-là. Et justement, quand vous n'avez pas de vent, les toitures qui vont se refroidir vont permettre à l'air plus froid de couler jusqu'au fond de la cour. Donc en fait, elle a fonctionné vraiment comme un puits de fraîcheur, un piège à fraîcheur. Et ça, c'est pareil, un détail architectural qui est hyper important. L'orientation des toitures va jouer sur le stockage de la fraîcheur. Enfin, autre élément important à plus petite échelle, c'est la présence sous Arles, justement, des caves que j'évoquais, donc qui donnent sur les rues grâce à des soupiraux. Et ce qui est hyper important, c'est que ces caves-là, elles ont grosso modo une température de l'air qui varie entre 15 et 18 degrés toute l'année. Et donc, en été, elles peuvent en fait faire source de fraîcheur. Et à proximité de ces soupiraux, on peut installer des mobiliers pour signaler aux passants qu'effectivement, là, il y a une zone qui fait un peu paroi froide et qui peut servir de source de fraîcheur. Dernière chose, vraiment quelque chose qui est plutôt en lien avec le patrimoine, on a vu dans des vieilles peintures d'Arles la présence de ces espèces de petits crochets devant des ouvertures dont on ne savait pas vraiment ce que c'est. Et en documentant en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des protections solaires qui étaient suspendues. C'est ce qu'on appelle les stores en sparte. Donc c'est des stores faits avec des essences plutôt locales de roseaux et qui étaient suspendus comme ça devant les fenêtres sur les orientations plutôt ouest et qui permettaient justement de faire des ombrages assez facilement. Et l'idée serait justement de redévelopper ce type de protection solaire parce qu'il a un intérêt patrimonial et permet justement de valoriser un savoir-faire aussi local lié notamment à la fabrication des paillassons. Et donc je voulais conclure par une phrase que j'aime beaucoup d'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon qui dit ceci: « Il faut apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir. » Personnellement, c'est mon approche des choses, c'est-à-dire qu'on mobilise l'histoire pour essayer de travailler plutôt les problèmes futurs. Merci beaucoup.